d'être venu ce soir pour cette conférence. Donc en fait, ça s'intègre dans le cadre de la commémoration du 35e anniversaire du lancement de Hubble. Donc c'est un projet qu'on avait déposé à l'ESA, qui est soutenu par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Donc merci à eux. Dans les remerciements, je voulais remercier aussi la mairie d'Anglet qui nous a permis d'avoir la salle, et puis la Maison pour tous d'avoir mis toute la structure à notre disposition pour cette journée, et entre autres pour la conférence de Nastasia Kilina, donc, qui est postdoctorante à l'IRAP, l'Institut de recherche d'astrophysique, doctorante, à l'Institut de recherche d'astrophysique et de planétologie à Toulouse. Voilà, elle s'intéresse plutôt aux trous noirs et aux étoiles à neutrons, si j'ai bien compris. Et elle enseigne aussi à l'Université de Toulouse, et puis elle s'initie aussi, même pas mal, dans tout ce qui concerne la vulgarisation de la science. Donc on la remercie vivement. Et elle rentre aussi dans le cadre d'un projet que nous on soutient, qui est soutenu aussi par la région, pour la valorisation des sciences pour les filles et les femmes aussi. Parce qu'en fait, on s'aperçoit aussi que les filles sont soit exclues des sciences dures, on appelle dures, voilà, et soit on les exclut, soit elles s'excluent culturellement. Donc en fait, les sciences sont faites vraiment pour tout le monde, qu'on soit garçon ou fille, il n'y a pas d'importance. Voilà, donc un petit mot, donc nous c'est la Société d'astronomie populaire de la Côte Basque. Donc nous on est implanté sur la Côte Basque depuis 1977, plutôt 1977. Donc on fait plein d'activités, dont Christophe là-bas est notre animateur permanent. Donc il travaille presque à H24 avec nous. Il travaille avec les collèges et lycées, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie que vos enfants par exemple fassent un petit peu d'astronomie et aussi le planétarium, n'hésitez pas à nous contacter. Pour nous contacter, c'est simple, allez sur notre site internet, c'est facile, c'est astrobasque.com. Donc vous tapez astronomie basque et vous tombez sur notre site internet, on est quand même bien référencé. Voilà, vous aurez toutes les activités que l'on fait tout le long de l'année. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez à l'astronomie, mais pas forcément à l'astronomie comme on va en parler ce soir, mais par exemple aux instruments de navigation qui ont servi à l'époque aux marins pour se positionner sur Terre, donc il fallait connaître le ciel. Et donc on fait une animation à l'Hermione, sur le site de l'Hermione, samedi à 14h30. Donc on a une petite présentation, puis on va aussi vous initier aux instruments anciens de navigation du XIVe siècle, XVe siècle jusqu'au XIXe siècle. Donc voilà, on aura tout un tas d'instruments d'astronomie anciens, des reproductions d'instruments anciens d'astronomie pour la navigation. Nous faisons aussi d'autres activités, parce qu'on ne s'intéresse pas aux étoiles, il y a aussi, comme je disais, les instruments de navigation. Et il y a aussi, on travaille aussi avec, au mois de mai et au mois de juin, avec ISADIA, la maison de l'environnement à Anglet, où on fait des activités sur la Lune. En juin, le 6 juin, on participe à un événement international qui s'appelle On the Moon Again. Donc là, on va faire plein d'activités autour de la Lune. Donc ça va être le 6 juin à partir de 19h. Et le 22 juin, on est au parc marin à Anglet. Là, on va nous intéresser au soleil. Donc vous voyez que l'astronomie, c'est pas forcément que la nuit, c'est aussi le jour. Donc on va faire pas mal d'activités autour du soleil. On va vous montrer des images du soleil déjà, bien sûr. Et puis un petit peu vous expliquer un petit peu comment ça marche tout ça. Voilà, donc bienvenue à nos activités. Et puis je vais laisser la parole à Anastasia. Je remercie vivement avec grand plaisir et honneur qu'on la reçoit ce soir et qu'elle a bien voulu accepter de venir nous faire une conférence. Voilà, donc merci Anastasia, puis je te laisse la parole. Bonne conférence. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anastasia Kilina. Merci pour la présentation. Du coup, je vais juste... Il y a un truc qui ne va pas ? Bonjour. Bon, pardon. Pas de micro. Ok. Je vais essayer de parler plus fort. Du coup... Il y en a un autre qui est posé derrière l'ordinateur. Il y en a un autre. Vous voulez que je dise ou pas? J'essaye. Bonjour.
Oui, Ok. Du coup, juste pour me présenter encore un peu plus rapidement, il y a du bruit. ça va. Ok, moi j'entends un bruit. Du coup, maintenant je suis doctorante à Toulouse, à l'IRAP, c'est l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Et avant ça, pour mes études, j'ai fait des classes préparatoires maths physique, une école d'ingénieurs à Toulouse qui s'appelle Chupaero, l'ISAE Chupaero. Donc c'est une école d'aérospatiale. Et pendant mon année de césure de l'école, j'ai fait un master d'astrophysique à l'université de Cardiff, c'est au Pays de Galles, au Royaume-Uni. Voilà. Et après, j'ai commencé ma thèse il y a 1 an et demi maintenant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Hubble, comment le télescope spatial Hubble bouscule notre vision de l'univers. Donc quand on parle de Hubble, on pense souvent à des très jolies images que vous voyez toujours. Là, c'est quelques exemples avec la nébuleuse d'Aigle, la galaxie de Sombrero ou le champ ultra profond de Hubble, dont je vais en parler tout à l'heure. Mais, et ces très jolies images aussi que spirale qu'on voit ici d'un côté, et ici on voit une autre galaxie spirale de l'autre côté. Je trouve ça très intéressant. Mais du coup, il n'y a pas que ça, il y a toute une histoire derrière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'abord, je vais vous parler de quelques notions physiques très très rapidement pour vous expliquer de quoi je vais parler ensuite. Et ensuite de la naissance du télescope Hubble. Ensuite des missions d'entretien qu'il y a eu, des instruments de Hubble, des découvertes majeures qui ont été faites par ce télescope, grâce à ce télescope, et qu'est-ce qui nous attend pour la suite. Donc tout d'abord, je vais un peu parler des longueurs d'onde dans cette présentation. Donc si jamais il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, aussi un petit graphe. Donc là, vous voyez, le visible, c'est ce que nous on voit avec nos yeux. Et donc on a la lumière qui va des rayons gamma jusqu'aux rayons radio. Donc, là, je trouve ça cool, il y a des petites images pour vous rappeler ce que c'est, par exemple, les rayons X ou les micro-ondes. Et donc, on a les longueurs d'onde qui vont augmenter en allant des rayons gamma jusqu'aux rayons radio. Et du coup, ici, on va voir le visible par là. Et tout ce qui est plus loin que le violet, on l'appelle ultraviolet. Enfin, tout ce qui est à côté, mais un peu plus loin. Et tout ce qui est à côté du rouge, mais un peu plus loin, et qu'on ne voit pas avec nos yeux, on l'appelle de l'infrarouge. Donc, nous, avec les télescopes sur la Terre, on arrive à voir certaines de ces longueurs d'onde. Donc, par exemple, nous, avec nos yeux, on arrive à voir les étoiles parce que la lumière visible, elle traverse l'atmosphère de la Terre. Mais l'atmosphère de la Terre, ça pose quand même un problème pour les observations. Par exemple, nous, en regardant les étoiles, on voit qu'ils sont pas, c'est pas juste un point lumineux, c'est des points qui scintillent, qui bougent un peu, et ça, c'est à cause de l'atmosphère. L'atmosphère qui fait que changer tout le temps. Donc même si ici on voit qu'il y a de la transmission de l'atmosphère dans les rayons visibles, et il y a quand même un problème pour les observations de la Terre. Et on voit ici que dans l'ultraviolet, qui sera à gauche ici, on ne les voit pas sur la Terre. À cause de l'atmosphère, les rayons sont bloqués. Donc c'est cool pour nous parce que l'atmosphère permet de la lumière ultraviolette de ne pas trop nous poser problème à nous, mais on n'arrive pas à voir du coup ce rayonnement qui provient des sources astrophysiques. Et pareil pour l'infrarouge, on ne le voit pas bien. Et donc pour ça, il y a une solution, c'est d'envoyer un télescope dans l'espace, au-dessus de l'atmosphère, pour ne plus avoir ce problème. Donc ça, c'était un des objectifs du télescope spatial Hubble. Donc tout d'abord, c'était d'avoir des observations sans distorsion atmosphérique et d'avoir plus de longueur d'onde observable, donc ultraviolet et infrarouge. Et aussi, quand on va dans l'espace, on n'a pas de problème de pollution lumineuse. Donc ici sur Terre, on a tout le temps de la lumière
partout, même si on va dans un endroit, dans un champ quelque part où il n'y a pas trop de signes de civilisation, il y aura quand même de la pollution lumineuse. Donc on n'arrive pas à voir le ciel aussi bien qu'on pourrait le voir s'il n'y avait pas de lumière du tout qui allumait la nuit. Et dans l'espace, du coup, il n'y a pas ce problème. Ensuite, dans les objectifs de Hubble, c'était d'avoir une très bonne résolution spatiale. Donc c'est de pouvoir voir des objets qui se trouvent très loin et pouvoir distinguer deux objets qui se trouvent loin et bien dire ça c'est un objet, ça c'est un autre. Et ensuite, du coup, on voulait l'envoyer en orbite masse terrestre, donc pour que ça tourne autour de la Terre, mais pas trop loin de la Terre, pour pouvoir y envoyer des missions de réparation. Ça, c'était prévu dès le début. Et on voulait avoir plusieurs modes d'observation. Je vais parler de ça un peu plus tard. Donc, comment est-ce que tout a commencé avec le télescope spatial Hubble? Donc, tout d'abord, en 1608, il y a eu le modèle du premier télescope. En tout cas, c'est la première personne qui a essayé de dire c'est moi qui a créé le premier télescope. Il s'appelait Hans Lippershey. Donc ça, c'était juste le premier télescope sur Terre. Et en 1923, il y a eu la première publication de Hermann Oberth, qui est on l'appelle un des trois pères de la mécanique spatiale. Il a publié un livre qui s'appelait La fusée dans les espaces interplanétaires. Donc c'est la première fois qu'on a parlé d'une possibilité d'envoyer une fusée dans l'espace avec un télescope dedans pour pouvoir observer depuis l'espace. Ensuite, en 1946, de Princeton, qui s'appelle Lehman Spitzer, qui a décrit pourquoi ça serait une très bonne idée d'envoyer un télescope au-dessus de l'atmosphère. Donc il a décrit ça en cette année-là, mais il n'a pas arrêté d'en parler. Il a essayé de convaincre tout le monde autour de lui que c'était vraiment une bonne idée. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le père du télescope Hubble, parce que c'est lui qui a motivé beaucoup de gens de vraiment continuer à y réfléchir et à créer ce télescope. Il y a aussi, je ne l'ai pas mis ici, il y a aussi la mère du télescope qui s'appelle Nancy Grace Roman, qui a aussi beaucoup travaillé sur le télescope. Et je trouve ça intéressant que maintenant il y a deux télescopes, Spitzer, un télescope qui s'appelle Spitzer pour Lehman Spitzer, et il y a aussi un télescope en construction qui s'appelle Nancy Grace Roman. En 1957, il y a eu le premier satellite qui a été envoyé dans l'espace par l'Union soviétique. Donc, ce satellite il s'appelle Sputnik. Sputnik, ça veut dire compagnon. D'ailleurs, c'est la même chose que satellite. Satellite, ça veut aussi dire compagnon. Mais du coup, tous les satellites russes s'appellent Sputnik parce que c'était juste le nom de satellite. C'était pas vraiment le nom. Ils n'ont pas donné à ce satellite-là le nom Sputnik. Ils ont dit que ça s'appelle satellite. Et du coup, tous les satellites en russe s'appellent Sputnik. Ensuite, il y a eu le premier télescope spatial en 1968 qui s'appelait OAO2. C'était Observatoire astronomique, quelque chose comme ça, j'ai un peu oublié. Oui, et le premier O c'était quoi? Orbital. Voilà. Du coup, ça c'était le premier télescope qui a été fait par la NASA, que ça ressemblait à ça. Et l'année d'après, il y a eu le projet de Large Space Telescope qui a toujours été mené par Spitzer. Donc ça, c'était le nom de Hubble avant qu'on décide de le nommer Hubble. Et cette année-là, il a été approuvé. Donc des gens se sont dit, ok, on va le faire. Mais ensuite, il y a eu des problèmes de financement parce qu'il y a eu la marche sur la Lune. Les Américains ont décidé qu'ils ont gagné la guerre froide. Il n'y a pas eu autant de financement qu'avant. Donc déjà, le problème le plus important pour Hubble, c'était de passer son miroir qui devait faire 3 mètres. Ils l'ont passé à 2,4 mètres. Donc ils l'ont diminué. Mais ils n'ont pas arrêté le projet. Ensuite, en 1975,
on a eu l'ESA qui a rejoint le projet, qui avant était juste le projet de la NASA, donc l'agence spatiale américaine, et l'ESA c'est l'agence spatiale européenne. Et donc ils ont donné 15% de financement. Du coup, à l'époque, ils avaient fait un des instruments de Hubble, plus quelques ajouts comme des panneaux solaires. Et pour ça, l'ESA a 15% de temps d'observation sur ce télescope. 2 ans après, le financement du télescope Hubble a été approuvé par le Congrès américain. Et il y a un problème dans les années, je crois. J'ai mis une année, c'est une année avant, mais bon. C'était l'année où ils ont commencé les opérations du Space Telescope Science Institute. Donc ça, c'est l'endroit qui gère toutes les observations du télescope. Donc, qui obtient le temps d'observation et combien de temps on leur donne. Donc pour ça, il faut écrire des pages de rapport pour dire nous, on veut observer cette étoile-là parce que ça sera très utile pour la science. Il y a d'autres personnes qui disent non, on va observer cette galaxie, ça serait encore plus utile pour la science. Et donc chacun vend son projet et ça, ces gens-là, ils décident quel projet est le plus important. Il y a beaucoup de gens qui veulent du temps sur ce télescope, donc c'est un peu difficile. Pardon, tout est passé d'un coup. Du coup, en 1983, le télescope a été renommé d'après Edwin Hubble. Comme voilà, c'était un astrophysicien qui a fait pas mal de choses. Par exemple, c'était lui qui a dit que la Voie lactée n'était pas la seule galaxie. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était la seule galaxie qui existait, et toutes les étoiles qu'on voyait dans le ciel, et tout ce qu'on voyait dans le ciel, c'était forcément partie de notre galaxie. Lui, il a dit, cette étoile-là, elle est trop loin pour être dans notre galaxie, donc il y a une autre galaxie qui existe. Et ensuite, il a créé la classification des galaxies par leur forme. Donc il y a des galaxies spirales, des galaxies qui ressemblent plus à des blobs lenticulaires. Il y a des galaxies qui s'appellent les régulières. Donc c'est lui qui a pensé à la classification. Ensuite, entre cette année-là et 1986, il y a eu plusieurs dates de lancement prévues qui ont été reportées à cause des problèmes techniques. Et après, il y a eu la catastrophe de Challenger qui était un vol habité qui a échoué. Donc il y a des astronautes qui sont morts. Et à cause de ça, il y a eu on a eu peur d'envoyer des télescopes ou des gens dans l'espace trop vite. Mais le lancement a finalement eu lieu en 1990. C'était exactement il y a 35 ans, le 24 avril. Il y a eu la navette spatiale qui s'appelait Discovery, qui a quitté la Terre avec à l'intérieur. Donc ça, c'était la navette. Que là, on voit une fusée. Et la navette, c'est ce petit avion, ou gros avion qui est attaché. Et du coup, il y avait 5 astronautes à bord. Ça, c'est les premiers astronautes de Hubble, du coup, qui sont partis avec pour pouvoir lancer Hubble manuellement. En fait, du coup, le vol est parti le 24 avril. Ils sont rentrés en orbite de la Terre. Et ensuite, c'est le jour d'après qu'ils ont décidé de manuellement lâcher Hubble pour qu'il se sépare qu'il parte seul. Là, il y a eu plusieurs problèmes. Il y a eu des problèmes de dysfonctionnement de panneaux solaires qui n'arrivaient pas à s'ouvrir. Du coup, il y a des gens qui devaient aller corriger ça. Il y a eu 2 astronautes qui se sont préparés pour sortir en dehors de la navette spatiale dans l'espace pour aller réparer Hubble. Et finalement, le problème a été résolu par un changement technique. Juste, ils ont envoyé des commandes au télescope et ça a marché. Les panneaux solaires se sont ouverts. Mais du coup, il y avait 2 astronautes
qui n'ont pas pu voir le télescope partir. Et ils étaient très tristes parce que eux, pendant ce temps-là, ils étaient dans le sas de dépressurisation. Parce qu'ils devaient sortir le réparer et après, ils ne devaient plus le sortir le réparer. Mais ils ne pouvaient pas rentrer tout de suite. Du coup, ils étaient très tristes. Du coup, voici les principales caractéristiques du télescope. Il est à l'altitude à peu près 515 km au-dessus de la Terre. Du coup, c'est juste au-dessus de l'atmosphère pour ne plus avoir de problème d'atmosphère. Mais c'est pas trop loin pour permettre d'y aller si on a besoin. Il se déplace à la vitesse de 27 000 km/h et il fait une orbite en 95 minutes autour de la Terre. Au lancement, il pesait 11 tonnes et sa taille, c'est à peu près un bus. Ça, c'est pas une vraie photo, bien sûr, mais du coup, c'est juste pour comparer. C'est un peu plus grand qu'un gros bus comme ça. Parce que quand on le voit comme ça, on est un petit. Du coup, après le lancement, il y a eu plusieurs missions d'entretien. À chaque fois quand il y avait des missions d'entretien, il y avait des gens qui montaient dans la navette spatiale et qui allaient voir Hubble et qui réparaient ce qu'il fallait réparer, remplacer les choses qu'il fallait remplacer. Donc la première mission, elle a eu lieu très tôt, seulement 3 ans après le lancement. Parce que quand Hubble a été lancé, les gens étaient très excités, très contents. Ils ont vu les premières images et toutes les images étaient floues comme ça. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème sur le miroir. Ils ne savaient pas ce que c'était. Pendant longtemps, ils ont dû analyser les images parce qu'ils ne pouvaient pas aller voir le télescope juste pour voir ce que c'était le problème. Du coup, ils ont regardé toutes les images, tous les instruments, et ils ont pu comprendre quel était le problème. Donc, ils ont compris que, en fait, ça c'est le miroir principal du télescope, qu'il était trop aplati sur les bords. Et trop, c'était vraiment de 1/50 de la largeur d'un cheveu humain. Donc vraiment, un tout petit problème, une toute petite irrégularité comme ça, et ça a causé les images complètement floues, et qui étaient quand même utilisables, mais c'est pas du tout à quoi on s'attendait quand le financement a été demandé. Donc ça, c'était appelé vraiment une catastrophe. Tout le monde disait mais pourquoi on a donné de l'argent pour faire ça, et donc il fallait le réparer très très vite. Mais le remplacement du miroir principal n'était pas prévu, alors qu'on a prévu des missions d'entretien, mais ça ils n'avaient pas prévu que le truc principal, le miroir principal allait être cassé. Mais ils ont quand même réussi à corriger ça en remplaçant la caméra principale, parce qu'il y avait déjà une deuxième version en développement. Donc ils ont ajouté, du coup, le problème qu'il y avait sur le miroir, ils ont ajouté le problème inverse sur les caméras et ça a corrigé. Ils ont fait des corrections aussi pour toutes les autres caméras. Ça a marché. On est passé des images comme ça c'était une vraie image d'une galaxie avant la correction et après la correction. C'était bon, c'était net. On était contents. C'est juste quelques images des gens qui ont fait des sorties extravéhiculaires pour faire des réparations pendant la première mission d'entretien. Ils ont dû faire 5 sorties pour une durée totale de plus de 24 heures pour réparer plusieurs instruments. Ensuite, la prochaine mission d'entretien a eu lieu en 1997. Pour ça, à chaque fois, je mets des choses les plus importantes. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se font à chaque fois, mais les points les plus importants, c'est l'installation de nouveaux instruments. Donc un instrument pour le proche infrarouge qui s'appelait NICMOS et un spectroscope, ce qui s'appelait STIS. Pardon, je appuie toujours. Donc le spectroscope, c'est quelque chose dont je vais parler un peu plus tard, mais ça permet d'avoir des longueurs d'onde différentes pour un objet qu'on regarde. Et du coup, ils ont aussi remplacé des composants qui se sont dégradés avec le temps et pour améliorer aussi les performances du télescope. Ensuite, il y a eu 2 missions d'entretien qui étaient censées être une mission d'entretien. Donc en 1999, il y a eu
4 sur 6 gyroscopes, qui sont des parties très importantes pour orienter le télescope, qui était et le télescope a dû arrêter ses observations. Donc ils ont envoyé des gens pour réparer ça aussi vite que possible pour pouvoir continuer les observations. Donc ça c'était la mission 3A. Et ensuite ils ont continué en remplaçant des instruments, en ajoutant des nouveaux instruments, ce qu'ils avaient prévu de faire en 2002. Donc la mission 3B. Donc surtout, ce qui était très important, c'est ce nouveau instrument ACS qui permettait de voir plus loin dans l'ultraviolet et qui était beaucoup à sa place avant. Il y a eu une dernière mission d'entretien en 2009. Il y avait beaucoup de problèmes avec des instruments du Hubble depuis 2007. Mais on n'était pas sûr de pouvoir réparer, d'envoyer cette dernière mission. À un moment, elle a été annulée aussi parce qu'il y a eu des vols habités qui ont mal fini avec des morts des gens. Donc la NASA se disait c'est trop de risques pour réparer ce télescope. Mais finalement, ils ont quand même décidé d'envoyer cette mission d'entretien. Et c'était une mission très importante parce qu'ils ont ajouté 2 nouveaux instruments. Qui sont très importants pour Hubble et réparer ces 2 instruments qui étaient très importants aussi. Et ils ont remplacé tout ce qu'ils ont pu remplacer, les batteries, un nouveau ordinateur de bord, parce qu'ils savaient que ça allait être la dernière mission d'entretien. Du coup, depuis, on n'a pas retourné sur Hubble et il fonctionne très bien. Du coup, maintenant, je vais parler des instruments qui sont actuellement. Donc là, j'ai remis une image avec les différentes longueurs d'onde. Donc Hubble, il regarde surtout autour du visible. Donc on regarde là dans le visible, après un peu dans l'ultraviolet et dans l'infrarouge, ici. Et à chaque fois, il y a l'instrument qui observe chaque partie de longueur d'onde. Et ici, c'est juste une petite image pour vous montrer où sont les instruments dans le télescope. Donc ça c'est on va avoir un miroir là et un deuxième miroir ici. Donc c'est pour ça que c'est long comme ça. C'est pour mettre les 2 miroirs. Et ensuite il y en a tous les instruments qui sont par là. Donc, tout d'abord il y a les instruments qui s'appellent Fine Guidance Sensors ou FGS. Donc il y en a 2 pour orienter le télescope. Il y en a 3 en tout. Il y en a 2 qui sont utilisés pour orienter le télescope. Donc pour ça, on choisit des étoiles guides dans le ciel. C'est les étoiles dont on connaît la position. Et du coup, on sait ce qu'on veut observer, on sait où sont ces étoiles guides. Donc on se dit, ok, il faut qu'on oriente le télescope de cette manière-là pour observer ce qu'on veut. Et il y a un troisième qui peut être utilisé comme un instrument scientifique. Donc il peut les positions d'étoiles très précisément et il peut rapidement voir les changements dans la luminosité des étoiles. Il y a toujours des capteurs comme ça qui est toujours sur Hubble et qui a été installé en 1990, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres instruments qui ont déjà été remplacés. Donc, ici, vous voyez tout ce qu'il faut pour pouvoir diriger le télescope. Donc, il y a les capteurs, les 3 capteurs qui sont là. Et ensuite, on a les roues à réaction qui sont ici. Et on a les gyroscopes qui sont ici. Donc, c'est quoi tout ça? Les roues à réaction, donc ça, il y en a 4, comme vous voyez ici, et ils ont des angles différents. Donc ça utilise la 3e loi de Newton, qui dit que pour chaque action, il y a une réaction pour orienter le télescope. Du coup, si on veut le bouger, on dit aux roues de tourner, et du coup, le télescope, elle va tourner dans le sens opposé. Et on a des angles différents pour pouvoir l'orienter là où on veut. Et du coup, ça tourne à une vitesse d'à peu près d'une aiguille de minutes sur une montre. Donc 15 minutes pour tourner de 90 degrés.
Et ensuite, il y a aussi les magnétocoupleurs. Et donc ça, c'est des choses qui exploitent le champ magnétique de la Terre pour contrôler cette d'orientation. Donc on peut les allumer pour être attiré par la Terre, par exemple. Et les gyroscopes, c'est ce qui permet de savoir où on se trouve, comment le télescope est orienté aussi. Ensuite, pour les instruments vraiment scientifiques, on a la caméra ACS. Donc c'est une caméra qui a été ajoutée pendant la mission 3B. C'est une des caméras les plus importantes. Donc elle fait des jolies images quand c'est là. Par exemple, ça c'est la plus grande image qui a été faite par Hubble. C'est une partie de la galaxie d'Andromède. Et du coup, c'est les images avec une très bonne résolution. Et il y a deux parties, dont une qui fonctionne plus actuellement, mais qui peut prendre des champs de vue un peu plus petits, mais avec une très bonne résolution. Et c'est la WFC qui fonctionne toujours, avec un champ de vue très large et une très bonne résolution aussi. Elle a été réparée en 2009 pendant la dernière mission d'entretien. Ici, c'est une partie de cette caméra-là. Voilà. Ensuite, on a une autre caméra qui est du même type, qui prend des très jolies images, qui a été installée pendant la dernière mission d'entretien en 2009, qui regarde du ultraviolet, une voie en part visible et un infrarouge. C'est l'infrarouge proche. Et elle est complémentaire de la caméra d'avant, parce que surtout elle voit mieux en infrarouge et en ultraviolet. Et quand on a deux caméras, on peut avoir encore plus de données. Donc, ça, c'est la caméra avant qu'elle soit mise dans le télescope, pendant qu'il était encore en train de la tester. C'est une petite image, juste pour vous montrer les images que la caméra prend. Ok, pour passer aux autres instruments, je explique juste rapidement ce que c'est un spectroscope. Donc ici, vous avez un prisme que vous devez connaître. Il y a de la lumière blanche qui rentre dedans, et après, elle est séparée en couleurs différentes. Et donc, c'est ça qu'un spectroscope fait. Il voit de la lumière, et ensuite, cette lumière-là, elle va être séparée en ses composantes différentes par longueur d'onde. Et donc, par exemple, en utilisant ça, on pourra déduire la présence de certains éléments chimiques à l'endroit où on regarde. Donc, l'instrument STIS il permet de faire ça. C'est un instrument qui a été installé en 1997. Et en regardant ici, donc là c'est une image de l'instrument qui fait des images. Et si on regarde ici, on peut avoir ce spectre, donc avec des longueurs d'onde différentes. Et quand on voit des parties un peu plus brillantes, ça correspond à certains éléments chimiques. Donc on peut se dire, ok, cool, là il y a du fer par exemple dans cette nébuleuse. Et ce télescope, elle permet d'observer des sources étendues, donc par exemple des galaxies. Et on a un autre instrument qui est aussi un spectroscope, qui est de meilleure qualité, qui a été installé plus tard. Mais qui lui, il permet d'observer des sources ponctuelles, donc ça va être des étoiles que quand on regarde dans le ciel, on va voir juste un point et pas quelque chose d'étendu. Donc il voit aussi beaucoup en lumière ultraviolette. Il y a l'instrument NICMOS qui était fait pour de l'infrarouge, mais maintenant il n'est plus opérationnel et on n'a plus besoin parce que on a l'instrument WFC qui a repris sa place, qui peut voir dans l'infrarouge. Du coup, maintenant, pour reparler des découvertes les plus intéressantes qui ont été faites grâce au télescope Hubble, je vais commencer par parler de l'âge de l'univers. Donc, Hubble a permis de calculer l'âge de notre univers en observant un certain type d'étoiles. C'est des étoiles qui s'appellent des céphéides. Ce sont des étoiles variables. Donc c'est des étoiles qui ont une luminosité qui change. Donc il y a la quantité de la lumière qu'on voit en le regardant, et elle change avec une certaine période. Donc on va passer d'une étoile très brillante à un moment à une étoile qui brille moins.
Et ça, c'est dû au fait que dans chaque étoile, il y a les effets de la gravité qui agissent vers l'intérieur de l'étoile. Donc, toute la matière veut se mettre dans un point. Et il y a de la fusion des éléments qui se fait à l'intérieur de l'étoile. Donc, par exemple, à l'intérieur du Soleil, il y a l'hydrogène qui fusionne pour faire de l'hélium. Et à l'intérieur de ces étoiles, l'hélium fusionne pour créer du carbone, enfin, d'autres éléments de plus en plus lourds. Et ces fusions, ils émettent de la force qui va agir vers l'extérieur de l'étoile. Donc on va avoir un équilibre entre la gravité qui agit vers l'intérieur et cette force de radiation qui va agir vers l'extérieur. Et à des moments, la force de radiation, elle va devenir plus grande. Donc on va avoir plus de luminosité et l'étoile va grandir un peu. Et on va le voir sur le télescope. Et alors, après, ça va redescendre et ça va repartir avec une périodicité. Et grâce à Henrietta Leavitt, ce qui était une astrophysicienne, on a une relation entre cette période et la luminosité de l'étoile. Quand on connaît la luminosité que l'étoile devrait avoir et on la voit dans le ciel, on peut en déduire la distance à laquelle l'étoile se trouve. Donc si l'étoile ne brille pas très fort, mais on sait qu'elle devrait briller plus fort, on sait qu'elle se trouve très loin. Donc ce que Hubble a permis de faire, c'est il y a eu des observations pendant 8 ans dans 18 galaxies de 800 étoiles de ce genre, des céphéides, et ça a permis de calculer la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres. Donc grâce à ça, ça nous a permis de calculer l'âge de l'univers, qu'on pense que notre univers a 13,8 milliards d'années. Et du coup, la céphéide, juste pour rappel, une céphéide, c'était l'étoile qui a permis à Hubble, qui était la personne, de dire il y a d'autres galaxies que la nôtre dans l'univers. Donc là, le deuxième point, il est très proche du premier. Cette fois, on va parler de l'accélération de l'expansion de l'univers, qui est calculée grâce aux supernovas de type 1A. Donc une supernova, c'est une explosion d'une étoile, une explosion très très violente. Et des supernovas de type 1A, c'est des supernovas particulières qui arrivent quand il y a un certain type d'étoile, très petit, très dense, explose parce que il y a une deuxième étoile qui les tourne autour, et la matière de cette deuxième étoile tombe dans la première, et la première, à un moment, elle n'arrive plus à accepter toute cette matière, et il va y avoir une grosse explosion. Donc c'est ça ce que je voulais dire par type 1A. Et on sait que toutes les explosions de ce type, ils ont une luminosité qu'on connaît. Donc quand ils explosent, il y a autant de lumière qui va être affichée. Mais du coup, si nous on voit moins de lumière, on peut en déduire aussi la distance. Donc cette distance-là, elle va se baser aussi sur les distances qu'on connaît par les céphéides, les étoiles variables. Et donc ces deux observations nous permettent de voir à quel point les galaxies se bougent vite, et quand on regarde plus loin dans l'univers, à quel point cette vitesse elle est plus grande ou plus petite. Et tout ce qu'on voit, c'est que on savait que l'univers était en expansion, mais là on a découvert que cette vitesse augmentait plus vite que ce qu'on pensait, enfin, que ce n'était, elle augmentait. Donc on avait une accélération de l'expansion de l'univers. Donc Hubble nous a permis de découvrir ça. Et donc pour expliquer ça, on a décidé de parler de l'énergie sombre, qui serait une force gravitationnelle répulsive qui ferait en sorte que l'expansion de l'univers accélère. Et pour ça c'est les observations qui ont été faites il y a assez longtemps, mais en 2011, les gens qui ont étudié ça, ils ont eu un prix Nobel, du coup grâce aux observations Hubble.
Là, je vous ai mis une petite jolie image. Donc ça, c'est ce qu'il y en a à la fin d'une supernova. Ça s'appelle un rémanent de la supernova. Les restes après une grosse explosion, ça, c'est les restes qui vont se répandre très loin dans l'univers. Et ici, un petit graphe pour parler de toute l'énergie qui se trouve dans l'univers. Donc il y a à peu près 70% de l'énergie sombre. Après, on a de la matière noire à 25% et on n'a que 5% de la matière ordinaire qu'on connaît nous. Donc des choses qu'on peut voir avec nos yeux. Donc juste pour reparler un peu de ça, c'est comment est-ce qu'on peut détecter une supernova, parce que tout à l'heure je vous ai montré un rémanent de supernova, mais une supernova, on la détecte quand on regarde une galaxie ou juste un endroit qu'on connaît très bien, et à un moment, il y a une nouvelle étoile qui apparaît. Donc c'est ce qui est arrivé là, et on en déduit qu'il n'y avait pas d'étoile, maintenant il y a une étoile très très brillante, et avec le temps elle disparaît. Donc c'est comme ça qu'on trouve les supernovas. C'est juste des étoiles qui apparaissent comme ça et qui disparaissent. Ça, c'est en fait des signes des explosions. Et même dans le passé, il y a des gens qui voyaient des étoiles apparaître dans le ciel. Ils ne savaient pas que c'était des supernovas, mais c'est noté. Il y a des gens qui l'ont écrit depuis il y a très longtemps, quand il y avait un moins de pollution lumineuse et qu'on pouvait le voir très bien. Par exemple, je sais qu'il y a 1600 quelque chose, il y avait quelqu'un qui avait noté une étoile qui avait apparu dans le ciel comme ça. Donc c'était sûrement une supernova. Donc une explosion très très violente d'une étoile à la fin de sa vie, qui est arrivée assez loin de nous, mais assez proche quand même pour pouvoir la voir de la Terre. Et parfois même on peut les voir même pendant la journée, si c'est vraiment très très fort et pas trop loin de la Terre. Donc on voit une étoile qui reste dans le ciel tout le temps, mais pendant quelques jours, et après elle disparaît. Ok, un autre point qui a été découvert grâce à Hubble, c'était l'existence des trous noirs supermassifs. Donc déjà, c'est quoi un trou noir? Un trou noir, c'est le reste d'une très grande étoile, très massive. Donc il y a les étoiles comme notre Soleil qui vont à la fin de vie, qui ne vont pas devenir un trou noir à la fin de vie. Il y aura de la matière et il y aura juste le cœur qui va rester là, qui sera très compact, mais qui ne sera pas un trou noir. Mais à partir des masses des étoiles, de 8 masses de Soleil ou encore plus, on va avoir ces explosions de supernovas dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc à la fin de ces explosions, on va avoir le cœur de l'étoile qui va rester là, qui va être très 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 compact. Ici, l'étoile était très massive, on va avoir un trou noir au centre. Donc un trou noir, c'est cet astre très, très massif et très dense, qui devient noir. Il n'est pas vraiment noir, nous on a l'impression qu'il est noir parce que à partir d'une certaine distance, quand on s'en rapproche, rien ne peut s'en échapper. Donc quand on passe trop près, s'il y a un astéroïde qui passe trop près de la Terre, il va tomber sur la Terre, mais s'il passe un peu plus loin, il va réussir à s'en échapper. Il y a une distance à partir de laquelle, peu importe la vitesse à laquelle bouge un objet, on ne peut pas échapper le trou noir. Et la vitesse maximale qu'on connaît, c'est la vitesse de la lumière. Donc même un objet qui bouge à la vitesse de la lumière, donc même la lumière, à partir de ce certain rayon, ne peut pas s'en échapper. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il est noir, parce que du coup on ne voit pas de la lumière qui a un ressort. Et c'est un trou parce qu'il y a tout qui tombe dedans, on l'appelle comme ça. Donc c'est juste pour dire ce que c'est un trou noir, mais à ce moment-là on savait qu'il y avait des trous noirs dans l'univers, mais on se disait, est-ce qu'il y a des trous noirs juste de la taille du Soleil, de la masse de quelques masses solaires, ou est-ce qu'il y a des trous noirs supermassifs qui sont beaucoup beaucoup plus massifs? On ne savait pas, jusqu'au moment où en 1994, Hubble a regardé la galaxie M87
Elle se trouve loin de nous, mais c'est quand même assez proche par rapport à d'autres galaxies. Grâce à ces instruments, on a pu mesurer la vitesse de la rotation du disque autour du centre de la galaxie. Donc ça, c'est pas une vraie image, c'est juste une représentation d'artiste pour expliquer. Mais on imagine une galaxie avec un trou noir au centre et tout ce qui bouge, tout le gaz qui est autour, qui tourne autour. Donc au centre de cette galaxie-là, il y avait du gaz. On a regardé la vitesse à laquelle il tournait et on a vu qu'il tournait très 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 vite, à 500 à 50 km par seconde. Donc on s'est dit, ça veut dire qu'il y a un objet très très massif qui fait que ça tourne si vite, que le gaz tourne si vite autour de cet objet. Sauf qu'on savait à peu près quelle taille avait cet objet. Et cet objet avait la taille de notre système solaire. Et du coup, on avait la masse et la taille, et on en a déduit qu'avec cette masse de 2,4 milliards de masse solaire pour la taille du système solaire, c'était forcément un trou noir. Et donc on a eu une preuve indirecte de l'existence des trous noirs supermassifs, indirecte parce qu'on n'a pas observé directement, mais ça nous a prouvé que ça existait bien. Et même qu'on pense maintenant qu'au centre de toutes les galaxies, au moment de toutes les galaxies massives, il y a forcément un trou noir supermassif. Par exemple, on sait qu'au centre de notre galaxie, la Voie lactée, il y a un trou noir supermassif. Ok, ensuite, je parlais de cette image que je vais montrer au tout début. Donc ça, c'est le champ profond de Hubble. Pour avoir cette image, on a pointé Hubble sur une zone noire du ciel où on ne voyait rien. Il y avait rien. Il y avait peut-être quelques étoiles qu'on savait qu'elles venaient de notre galaxie. Mais à part ça, c'était tout noir. Et on a pointé Hubble sur cette zone pendant 10 jours. Et on a eu une image avec 3000 objets dedans qui ressemblaient à ça. Donc on n'y voyait rien. Et grâce à Hubble, on a vu qu'il y avait plein de galaxies. Donc presque tous les points qui sont là, c'est des galaxies qui se trouvent à des distances très différentes de nous. Et donc cette image-là, juste l'image que j'ai mis là, c'est celle qui a été faite un peu plus tard avec une exposition encore plus longue, mais c'est la même idée. Donc là, c'est seulement un 30e millionième du ciel. Donc juste on a vu qu'il y avait beaucoup d'objets dans un tout petit endroit du ciel et on en a déduit que du coup il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers. Donc ça c'était un peu une révolution parce que juste on s'est rendu compte à quel point il y avait beaucoup de galaxies et dans chaque galaxie il y a des milliards d'étoiles. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dans notre univers. Et ça nous a permis aussi d'observer la construction des galaxies. On voyait les galaxies qui étaient plus proches et plus loin. Et on voyait qu'ils n'étaient pas pareils que les galaxies qui sont plus proches, donc plus vieilles. Elles étaient plus grandes. Et on arrivait à voir comment les galaxies se formaient et le fait qu'il y avait aussi des trous noirs centraux dans certaines de ces galaxies. Donc je disais qu'il y avait des galaxies qui étaient plus proches que d'autres. Donc comment est-ce qu'on peut savoir quelles galaxies se trouvent plus proches et du coup quelles galaxies sont plus vieilles. Donc pour ça, on regarde dans les films différents que les instruments de Hubble, à la fin quand je vous montre des images, c'est des très jolies images, mais en fait ce qu'on voit c'est des images en gris dans les données qu'on reçoit. Et on a des filtres différents. Donc on a des filtres qui peuvent voir entre une telle et une telle longueur d'onde. Donc par exemple que du bleu, que du rouge, que du vert. Grâce à ces filtres, on peut regarder une partie du ciel. Donc là par exemple, on regardait ici, dans le filtre V, ça c'est-à-dire visible. Les autres ça part plus dans l'infrarouge. Donc on voyait rien. Et là, on commençait à voir quelque chose.
Les autres, c'est exactement pareil. Donc avec ça, on arrive à voir, si on voit une galaxie que dans l'infrarouge, ça veut dire qu'elle se trouve plus loin. Je pense que je n'ai pas le temps d'expliquer exactement pourquoi, mais voilà. Je pourrais en parler pendant les questions s'il faut. Pardon, ça bouge bizarrement. Ok. Grâce à Hubble aussi, on a pu observer la naissance des étoiles. Donc ça, c'est une image très connue des piliers de la création qui a été prise par Hubble. Ils ont été pris par Hubble la première fois en 1995, cette image-là. Et ça, c'est une image plus récente de 2014 avec un autre instrument, une nouvelle version de l'instrument qui on voit encore mieux. Mais déjà ça, c'était une très grosse découverte. Donc ce qu'on voit ici, c'est des amas de gaz et de poussière. Et c'est là que se forment les protoétoiles. Une protoétoile, c'est ce qu'on a avant une étoile. Et en fait, comment se forment les étoiles, c'est on a de la matière ici. Ça, c'est juste beaucoup de matière qui est concentrée à un endroit. Et la matière, elle s'attire par la force de gravitation. Et donc, au bout d'un moment, on va avoir des boules qui vont se former et qui vont s'appeler des protoétoiles avant que ça devienne des étoiles. Donc on a pu voir ça, mais grâce à Hubble. Et ensuite on a pu étudier les exoplanètes. Donc ici c'est une image d'une... ici on a une étoile qui serait là. Là elle est cachée, il y a juste le point blanc pour présenter l'étoile. Et on cache toute cette partie. Et tout ça c'est ce qu'on voit autour de l'étoile. Et là avec Hubble on a réussi à voir un petit point là. Et on a vu qu'il y avait une planète qui était autour de cette étoile. Donc une exoplanète, c'est juste une planète qui ne tourne pas autour du Soleil. Donc on a pu voir en lumière visible une planète qui tournait autour d'une autre étoile que le Soleil. Leur atmosphère, les atmosphères des autres planètes. Donc, et on a vu des nouveaux éléments qu'on n'avait jamais vus dans les atmosphères d'autres planètes. Donc par exemple, on a vu qu'il y avait des planètes où il y avait de la vapeur d'eau dans leur atmosphère, ce qui était très intéressant parce qu'à chaque fois quand on cherche la vie, on cherche d'abord l'eau. Donc quand on trouve l'eau, on est toujours content, même si ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de la vie sur la planète, mais c'est un pas dans la direction. Ok. Du coup, ensuite, ça nous a permis aussi d'étudier la matière noire. Donc je vous en ai parlé rapidement du fait qu'on a dans l'univers il y a beaucoup d'énergie sombre, ensuite de la matière noire et ensuite de la matière que nous on connaît. Donc la matière noire c'est de la matière qu'on n'arrive pas à voir, donc c'est encore une fois pour ça qu'on l'appelle noire, comme avec les trous noirs, juste parce qu'on ne la voit pas. Mais on sait qu'elle existe parce que on a des preuves. Donc par exemple ici, grâce à Hubble, on a pu voir ici on a un cluster, un amas de galaxies qui se trouve au centre. Donc c'est des objets qui ont de la masse. On a de la lumière qui change, on a de la lumière qui part d'un point là, et à cause de cette masse qui est au centre, qui va passer de plusieurs côtés, qui va être déformée en arrivant sur le télescope. Donc ici par exemple vous voyez une galaxie qui ressemble juste à quelque chose qui fait un tour, et là aussi des petits arcs autour de cette masse. Donc ça, c'est à cause de la masse qui est au centre. Et donc ça, c'est attendu. Mais ce qu'on a vu, c'est que ça changeait beaucoup plus que ce qu'on pensait. Donc ça, cet effet, il s'appelle l'effet de l'anti-gravitationnel. Et donc il était beaucoup plus fort que ce qu'on pensait. Donc ça voudrait dire qu'il y a plus de masse en réalité que ce qu'on pense. Donc on voit la lumière, on pense qu'il y a autant de masse, mais en fait avec la déformation, on sait qu'il y en a plus. Et grâce à ça aussi, on a pu estimer la masse de notre galaxie, de la Voie lactée, à 10 puissance 12.
Donc c'est comme il y avait 10 puissance 12 soleils dans nos galaxies. Et ensuite, on a pu observer des collisions de galaxies pour la première fois avec Hubble. Là, j'ai mis quelques images. Par exemple, là, c'est un système avec 2 galaxies qui sont au début d'une fusion, qu'on voit qu'il y a de la matière qui est échangée entre les deux, mais c'est encore des galaxies très distinctes. Et là, on a 2 galaxies qui sont en train d'en former une. Mais on voit quand même qu'il y en avait 2, qu'il y en a 2 là, mais qui sont en train de fusionner. Et finalement, ici, on est dans les étapes finaux de la fusion. Donc c'est plutôt une galaxie qu'il y en a ici. Mais on voit que ça venait de par là, Et donc Hubble a aussi pu montrer que notre galaxie, la Voie lactée, va collisionner avec la galaxie d'Andromède. Ça va arriver dans 4,6 milliards d'années. Mais voilà, donc ça va collisionner. Et c'était aussi la première fois qu'on a vu une désintégration d'un astéroïde grâce à ce télescope. Donc un astéroïde, on a déjà vu des désintégrations de comètes qui sont un groupe de la glace qui rentre dans l'atmosphère, qui fond. Ok, mais un astéroïde, c'est quelque chose qui est composé de roches et de métaux. Donc c'est moins facile pour que ça se casse. Et là, on a vu, ici, on avance du 29 octobre 2013 jusqu'au 14 janvier 2014. Donc on a pu voir un astéroïde qui a commencé à se casser. Donc, là, c'est la même image ici, mais ça c'est la vraie image, ça c'est l'image qu'on a un peu changé pour voir mieux. Mais en gros, on voyait la désintégration avec le temps, mais une désintégration lente. Donc c'est pas possible que c'était causé par une collision avec un autre astéroïde. Ça serait attendu. Mais du coup, on voit que c'est pas violent. Et donc on en déduit que cette désintégration est due à l'effet de la lumière du Soleil qui va chauffer l'astéroïde, et ça va faire qu'il va commencer à tourner plus vite. Et au bout d'un moment, à cause de la force centrifuge, il va se désintégrer d'une manière non violente. Et ça, on en parlait en théorie, mais on ne l'avait jamais vu avant le télescope Hubble. Il y a beaucoup d'autres découvertes scientifiques qui ont été faites grâce à Hubble. Donc, par exemple, il y avait le fait que les sursauts gamma, du rayonnement très très énergétique, on a compris que ça venait des explosions d'étoiles dans d'autres galaxies. Ou alors on a vu l'impact d'une comète sur Jupiter, que ça a laissé des traces comme ça. Donc il y en a beaucoup d'autres. Et il y a plus de 1,6 million d'observations qui ont été faites par Hubble depuis le début de son fonctionnement, du coup en 35 ans. Et il y a plus de 21 000 d'articles scientifiques qui ont été publiés, qui ont été relus et avec des découvertes plus ou moins importantes. C'est très important pour la communauté scientifique. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? Donc déjà, on sait que les navettes spatiales, le Space Shuttle, ils ont arrêté les opérations en 2011. Donc il n'y aura plus de missions d'entretien. Ça c'est sûr, sauf si on décide de dépenser beaucoup d'argent pour créer une nouvelle navette. Mais c'est compliqué parce que cette navette-là, Hubble a été conçu pour être réparé par cette navette. Donc sans cette navette, on ne peut plus le réparer ou changer les instruments. Et donc on ne sait pas ce que ça va être la durée d'opération finale de base. On avait prévu que Hubble soit en orbite pendant 15 ans. Là, ça fait déjà 35 ans. Donc ça a plus que doublé ça a plus que doublé sa durée d'opération. C'est très cool. On espère que ça va durer encore longtemps. Mais ce télescope est en orbite basse terrestre. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il est attiré par la Terre et il va à un moment, il va descendre, il va changer d'orbite, il va descendre de plus en plus bas et il va, du coup à cause de l'atmosphère, il va être ralenti.
il peut commencer à tomber sur la Terre. Donc au bout d'un moment, juste on pourra plus l'utiliser. Et ça arrivera vers 2035. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, depuis 2024, il n'y a que deux gyroscopes qui sont fonctionnels sur 6 qui sont sur les télescopes de base. On a décidé d'en allumer un. Donc ce que ça fait, c'est que le télescope il met plus de temps à pointer en direction qu'on veut qu'il pointe. Donc ça fonctionne, mais c'est lent. Et le dernier, il est là, on peut l'utiliser, mais on ne veut pas l'utiliser pour l'instant parce qu'on a peur que les deux lâchent et comme ça on a un gardant pour pouvoir utiliser les télescopes même s'il est plus lent. Donc on en a un dernier, mais si les deux lâchent, on ne pourra plus utiliser le télescope. Mais si les deux restent ou s'il y en a au moins un qui reste jusqu'à 2035, il y a deux options. Soit il y a la descente contrôlée. Donc à la dernière mission d'entretien, il y a eu un petit module qui a été ajouté pour aider le télescope à redescendre. Et je crois qu'il faut quand même peut-être envoyer quelque chose, mais quelque chose sans les humains, quelque chose de robotique au télescope pour l'aider à redescendre, mais avec une descente contrôlée, donc pour qu'il tombe dans l'océan, pour que ça ne cause pas de problème sur la Terre. Ou alors, il faut le poster sur une orbite plus haute pour ne plus avoir le problème, enfin plus avoir peur que ça redescende sur la Terre sans qu'on le contrôle. Et du coup, une orbite plus haute que maintenant pour qu'il ait le temps d'attendre si jamais la NASA ou quelqu'un d'autre décide de faire une nouvelle mission d'entretien. À un moment, la NASA y a pensé et ils se sont dit est-ce que tous ceux qui veulent nous proposer un plan pour ça, proposez-nous un plan, on va voir si on choisit un plan pour envoyer le télescope sur une orbite plus haute. Et il y avait Jared, je vérifie comment il s'appelle, Jared Isaacman, qui est un billionnaire qui adore l'espace et qui a travaillé avec SpaceX. Et ils ont fait un plan pour repousser le télescope. Donc c'est un plan qui a été proposé à la NASA et finalement la NASA a dit non, on va pas faire ça. Que les télescopes fonctionnent bien pour l'instant. Donc on va le laisser comme ça. Peut-être si jamais il se casse, il y a vraiment besoin qu'une mission y aille, on va y réfléchir. Mais pour l'instant, ils ont dit on laisse ça comme ça. Mais juste Jared Isaacman, c'est celui que Trump veut mettre à la direction de la NASA maintenant. Peut-être qu'il y a des choses qui vont changer, peut-être pas. On ne sait pas. Du coup, la NASA, elle s'attend au dernier moment pour décider ça. Donc, on parle souvent de James Webb comme le remplaçant de HST, du Hubble Space Telescope. Donc ça, c'est un télescope qui a été lancé en 2021, le 25 décembre 2021. Donc c'est vrai que c'est le successeur de Hubble. Donc il a un miroir plus grand, donc ça, c'est une comparaison du miroir de Hubble. Là, il y a des gens. Le miroir de Hubble et le miroir de James Webb. Donc beaucoup plus grand. Déjà, il est composé de plusieurs miroirs. Ça permet d'avoir un plus grand miroir sans faire vraiment un miroir... là, c'est les petites parties. C'est beaucoup plus facile de créer les petites parties et de les assembler que de faire un grand miroir comme ça. Et donc, il voit avec une meilleure résolution. Donc, il va arriver à distinguer deux étoiles là où Hubble ne va pas forcément pouvoir le faire. Donc, ça, c'est vrai qu'il est meilleur dans ce sens. Là, on a les mêmes piliers de la création vus par Hubble et par James Webb. Mais c'est pas le remplaçant dans le sens qu'on n'a plus besoin de Hubble maintenant qu'on a James Webb. Déjà parce que James Webb voit que dans l'infrarouge.
Donc ça lui permet de voir plus loin des galaxies qui se trouvent plus loin. Donc les galaxies qui sont plus jeunes. Ça, Hubble ne peut pas le faire, mais James Webb ne voit pas dans les ultraviolets. Donc les énergies qui sont plus fortes, James Webb ne va pas les voir. Et aussi, James Webb, il est très très loin. Il est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, au point qui s'appelle le point de Lagrange. Donc c'est par rapport à ces 500 kilomètres de Hubble, c'est très loin. Donc les missions d'entretien, si jamais James Webb se casse, c'est pas possible. Au moins, on peut pas y envoyer des astronautes. Peut-être qu'on pourrait y envoyer des robots. Donc c'est pour dire que c'est pas la même chose. C'est pas le même type de télescope, mais c'est très cool de l'avoir. Si jamais Hubble ne fonctionne plus, on a toujours un télescope en orbite qui n'a pas les problèmes de télescope terrestre, qui observe à peu près dans les mêmes longueurs d'onde et qui a une meilleure résolution. Oui, j'ai mis quelques ressources. Je ne sais pas si je vais réussir à les mettre. J'arrive. Ça arrive, je pense. Ok, là c'est juste un site où on peut regarder, aller voir qu'est-ce que Hubble regarde maintenant. Hop. Donc là, il est au 24 avril. Là c'est ce qu'il regarde maintenant. C'est une observation qui a commencé aujourd'hui à 16h. Et donc il regarde quelque chose qui ressemble à ça. Et ici, on nous dit à quoi ça sert. Donc là, c'est la recherche des exoplanètes. Et il regarde des disques de gaz autour des exoplanètes. On peut les voir ce que le télescope va observer plus tard, qu'il a observé dans le passé. C'est assez cool. Donc là, par exemple, le 22 avril, je choisis une date random. Aussi exoplanète. Et voilà. Si jamais ça vous intéresse de voir où Hubble regarde tout de suite, il y a le site pour ça. Il y a tous les détails de l'observation, c'est en anglais, mais voilà. Et il y a pareil pour James Webb, si jamais ça vous intéresse. Et un dernier petit truc, c'est qu'est-ce que Hubble a vu le jour de votre anniversaire. Au lieu de mettre l'anniversaire, je vais mettre la date d'aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Donc montre une image. Donc là par exemple il a choisi l'année de 1991 et donc Hubble a observé ça. Donc un rémanent de supernova. Donc il y a une petite description aussi si ça intéresse des gens. Donc là on peut mettre n'importe quelle date et on verra l'image la plus intéressante qui a été observée par Hubble ce jour-là. C'est bon pour ma présentation. Merci. N'hésitez pas à poser des problèmes, pour des configurations techniques, en fait, posez la question et puis Anastasia la reformulera pour que tout le monde entende. Donc on ne va pas faire passer le micro. Après, là, vous avez juste besoin de taper qu'est-ce que Hubble regarde. En anglais, c'est mieux. Pour le premier et le deuxième, qu'est-ce qu'elle a vu le jour de ton anniversaire. Pas besoin. Dans Google, tapez ça et il va vous trouver les liens. Donc j'avais une question. Est-ce que toi tu as utilisé le télescope et pour quel projet en fait? La question c'est est-ce que j'ai utilisé ce télescope et pour quel projet? Et oui,
Moi, j'utilise les données de Hubble. Moi, ce que je fais, c'est je regarde un certain type de trou noir ou étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est un astre très compact aussi, mais un peu moins compact qu'un trou noir. Mais c'est des choses de même type. Donc, pour moi, c'est ce genre d'étoile, donc un trou noir, avec une autre étoile qui sont en système binaire. Et donc cette autre étoile, elle va tourner autour du trou noir. Il y a de la matière qui va tomber de l'étoile dans le trou noir. Et cette matière qui va tomber, elle va émettre de la lumière. Elle va émettre des rayons X très forts. Donc c'est ce que je regarde, ça s'appelle des sources ultralumineuses en X. Donc on les voit en X, mais on essaie de voir s'il y a d'autres longueurs d'onde dans lesquelles on arrive aussi à les détecter. Donc moi, j'utilise Hubble pour voir si j'arrive à voir l'étoile qui tourne autour du trou noir, ou si j'arrive à voir la matière de l'étoile qui est déjà en orbite, qui s'appelle un disque d'accrétion. Qui émettent de la lumière, qui est moins forte que les rayons X, donc c'est plus difficile à voir. Mais du coup, le seul télescope, à part James Webb, qui a moins d'observations pour l'instant, qui peut voir ce genre de choses, c'est Hubble. Donc, ouais, je regarde ça avec Hubble, et donc dans les images Hubble, c'est vraiment quelques pixels qui brillent pour montrer là il y a une étoile. Mais quand on trouve ça, c'est très cool, parce qu'après on peut voir quel type d'étoile c'est qui tourne autour du trou noir. Ouais, du coup, je dis. Et comment ça se passe pour justement faire une demande et dire je voudrais pointer sur tel objet, qui est-ce qui gère ça? Comment ça se passe pour demander du temps d'observation de Hubble. Déjà, juste pour préciser, moi les images que j'utilise, je n'ai pas demandé le temps d'observation. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'observations qui sont déjà été faites. Et en fait, sur une observation, on voit tellement de choses que la personne qui a demandé l'observation, elle va regarder juste un petit bout. Et il y a beaucoup de sciences qui peuvent être faites avec le reste. Et donc ça, c'est très cool. Et là, les observations, ils sont libres. D'ailleurs, j'ai mis ça aussi. Ça c'est pas intéressant pour vous, mais c'est juste pour dire qu'il y a un site où on peut aller facilement. Là, on met une galaxie. Là, je vais mettre... je sais pas, je mets un truc au hasard. Et ça va nous trouver toutes les observations qui existent de cette galaxie-là. Et donc là, on peut trouver toutes les observations de Hubble qui existent. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait si jamais notre galaxie, l'étoile, ce qu'on veut, n'a pas encore été observée? Donc là, on va demander une proposition. Je vais mettre un exemple que je connais. Là, on va écrire des pages de rapports pour dire, regardez, je trouve ça très intéressant d'étudier, par exemple, cette galaxie-là. Et on dit, pourquoi est-ce qu'on trouve ça très intéressant? Est-ce que ça a déjà été fait avant? On dit, ça a déjà été fait sur d'autres galaxies, mais pas sur celle-là, et celle-là, elle a ça de particulier. Si vous me donnez du temps d'observation, je pourrais faire cette science avec. Et il y a plein de gens qui font ça. Je crois que c'est 2 fois par an que ça s'ouvre. Il y a plein de gens qui expliquent pourquoi ils veulent du temps d'observation. Ils disent exactement combien de temps, dans quelle longueur d'onde ils veulent. Et après, du coup, il y a le centre STSI qui décide. C'est un centre de la NASA. Mais il y a les gens, des scientifiques, qui vont lire tout ça. Ils vont décider qu'est-ce qui vaut vraiment le coup. Ils vont aussi voir le temps, la durée d'observation qui est demandée. Par exemple, il y a des gens qui demandent des journées entières. Ils ne vont sûrement pas les avoir. Ou il faut vraiment que ce soit quelque chose de très très important. Mais du coup, ils essaient de d'accepter le maximum de propositions qu'ils pensent qui peuvent vraiment apporter quelque chose à la science.
Là, je voulais du coup vous montrer, là c'est une galaxie. Et tout ça, c'est des observations de Hubble, donc on peut en choisir une. Et ça montre un peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est les données pas travaillées. C'est comme ça qu'on les voit, juste ça va être du tout gris. Et si on met plusieurs filtres ensemble, après on va avoir des couleurs. Mais ça, c'était pour dire que les données étaient vraiment accessibles pour tout le monde. C'est cool. Ça veut dire que la photo de la zone sombre qui a été faite par Hubble, en fait, l'exploit, c'est d'avoir réussi à avoir le temps d'observation, en fait. Plus que, enfin, la photo bien sûr, mais plus que avec la réalisation du projet. C'est un état d'espoir, c'est extraordinaire. Oui, pour la photo de la zone qui avait l'air noire, je ne sais pas exactement comment la personne a fait pour avoir autant de temps d'observation. Je pense que ça devait être quelqu'un qui travaillait déjà sur le projet Hubble, donc peut-être qu'il avait un peu il connaissait des bonnes personnes, mais oui, c'est vrai que maintenant, si on demande beaucoup de temps, il faut avoir... en fait, si on a un projet scientifique qui tient la route, c'est possible. C'est juste qu'il y a tellement de projets scientifiques qui existent qu'il faut vraiment avoir une idée qui sorte de l'ordinaire pour avoir beaucoup de temps d'observation. Après, c'est possible d'en avoir moins, qui peuvent collaborer avec d'autres personnes pour demander du temps. Comment bon, oui. Et en plus, après, il y a eu encore des observations d'autres zones qui avaient l'air noires aussi pour confirmer qu'il y avait vraiment autant de galaxies partout, que c'était pas juste on a eu de la chance là. Et ça a eu les mêmes résultats. Mais là, je pense que c'était plus facile d'avoir du temps d'observation parce qu'ils avaient une raison. Et ils se sont dit, là, il y a plein de galaxies, du coup, on va faire pareil dans un autre endroit. Mais oui, la première personne, il a dû convaincre les gens avec son bon projet. Quand on a obtenu du temps d'observation, on regarde en direct ou on reçoit un film Quand on a obtenu le temps d'observation, on sait qu'on nous dit cette observation va être faite et après c'est les gens qui gèrent qui décident quand ça va être fait. Donc ils vont essayer de mettre les cibles qui sont à côté les unes après les autres pour ne pas tourner trop. Et à un moment, ça va être fait. Et une fois que c'est fait, après, ils envoient les données aux personnes qui les ont demandées. C'est pas... On ne peut pas regarder un film se faire parce que c'est pas une vidéo, même c'est soit des images, soit des spectres. Donc on reçoit les données quand ils ont déjà été observés. Et après, par contre, ça ne sort pas tout de suite, ça va pas tout de suite au public. Il y a un petit temps où il n'y a que la personne, l'équipe qui a demandé les données, qui va avoir accès aux données pour qu'ils puissent faire la science qu'ils veulent. Et après, ça va être libéré à tous ceux qui sont intéressés. Et il y a uniquement les scientifiques des pays qui ont participé sur le programme Hubble, genre américain ou européen, ou bien par exemple, je sais pas, les Chinois peuvent avoir accès à des heures d'observation ou des clichés de Hubble? Normalement, est-ce que tout le monde peut avoir du temps d'observation? Normalement, tout le monde peut avoir du temps d'observation si on a un bon projet, si on fait un bon projet scientifique. Je ne sais pas exactement comment ça marche, la répartition, parce que c'est vrai qu'il y a les 15% qui sont donnés à l'ESA. Je ne sais pas plus en détail. Ce qui était impressionnant, c'est le temps d'utilisation des instruments, parce que même utiliser des instruments pendant 10 ans dans l'espace, ils étaient bien conçus, les instruments.
Oui, c'était impressionnant que ça marche aussi longtemps dans l'espace. Les 15 ans qui étaient définis de base, en fait, c'est que les gens qui financent ce genre de projet, ils ne veulent pas financer quelque chose qui va pour un an pour après redescendre. Ils se disent si on met de l'argent dans le projet, il faut au moins que ça dure 15 ans pour qu'on se dise ok, ça valait le coup, parce que ça coûte quand même très 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 cher. Et j'ai vu un entretien avec Nancy et Grace Roman, qu'on appelle la mère de Hubble, qui disait que pour convaincre les gens qui avaient du financement de donner de l'argent à Hubble, elle a dit c'est comme si chaque personne aux États-Unis payait un ticket de cinéma en plus dans leurs taxes pour avoir 15 ans des images. Donc, qu'est-ce que je disais de base? Ouais, c'est impressionnant que ça soit aussi long. Si c'était moins long, je pense qu'il n'y aurait pas le financement. Mais aussi, du coup, c'est les missions d'entretien qui ont permis que ça dure aussi longtemps. Parce que si James Webb avait le même problème que Hubble au lancement, là, James Webb il serait mort. Donc c'est bien fait. Il y a quand même des erreurs qui arrivent. Et là, on a eu de la chance de pouvoir réparer, corriger les erreurs. Mais pour les autres télescopes qui partent loin, il faut que ce soit très carré, parce qu'on ne peut pas corriger. Il y a aussi le temps de vie qu'on donne au télescope. Il y a toujours des marges. Donc il y a souvent des télescopes, on en parle beaucoup moins du coup, mais qui ne fonctionnent pas finalement. Il y a des projets, c'est lancé, ça n'a pas marché. Mais pour ceux qui marchent, ça dépasse souvent la durée prévue initialement. Parce que les durées ils sont quand même un peu conservatifs d'habitude, en se disant il y a quand même un truc qui va se casser, et si tout va bien, ça peut rester très longtemps. Ça me fait penser au fait qu'il y a le télescope Gaia qui a arrêté les opérations il n'y a pas longtemps, qui a duré plus longtemps que prévu aussi. Et la seule raison pour laquelle il a arrêté les opérations, c'est pas parce qu'il y avait un truc cassé, mais parce qu'ils n'avaient plus le carburant pour l'orienter où il faut. Parce que c'est un système un peu différent de Hubble, où il n'y a pas besoin de carburant. Là-bas, il y avait besoin de carburant, il n'y avait plus de carburant. Mais à part ça, ça marchait bien. Et c'est bien. Quand on envoie un télescope, on espère que ça marchera longtemps. Oui. Pour faire fonctionner Hubble, pour le suivre, il y a une équipe qui est basée quelque part. Savez-vous et combien ils sont Donc, quelle est l'équipe qui suit le télescope maintenant, où il se trouve? C'est des gens de la NASA. Donc, c'est quelque part aux États-Unis. Du coup, il y a une équipe. Combien ils sont? C'était aussi la question peut-être. Je ne sais pas combien sont de personnes qui font ça. Je pense que c'est des gens qui tournent. Il doit y avoir toujours quelqu'un qui vérifie que tout va bien. Parce que même si on ne peut plus envoyer des gens pour réparer les télescopes, il y a quand même des choses qu'on peut faire sur Terre. Donc on peut envoyer des commandes aux ordinateurs pour corriger des petits fautes qui arrivent. Donc oui, il y a une équipe aux États-Unis. Ouais. Juste pour information, effectivement, pour reprendre ce que tu disais, David Vazgaro qui était là, cet après-midi avec nous, en fait, ça fait 7 ans qu'il bataille pour essayer d'envoyer 2 satellites dans l'espace. Il a proposé à la NASA et assuré par l'ESA aussi, l'agence spatiale européenne. Donc voilà, il est en train de déposer un projet là-dessus pour envoyer 2 télescopes, mais ça fait un moment qu'il bataille pour que son projet soit validé. Je répète ça.
si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. Merci.